Tu déconnes. Ouais, on n'avait pas activé le micro. Ok. Je me disais, il y a une intuition, je me suis dit, il n'y a pas de micro. Ça sera pas vu, on coupera au montage. Bah on refait, au moins on s'est entraîné. C'est parti. Bah du coup, bienvenue. Eh ben, bienvenue. Ok, donc on recommence. Présentation. Bonjour David. Bonjour Anne-Laure, Ça va? ça va et toi? Oui. Bienvenue sur ta chaîne et la mienne sur notre chaîne. Mental et intuition. Ouais, bienvenue sur Mental et Intuition. Sur mental et intuition. Un peu des deux Les côtés, deux. évidemment. Donc, alors, tatoueuse holistique. Holistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire approche globale du tatouage. J'ai la volonté de vous apporter, quand je travaille avec vous, une dimension pas seulement esthétique. Je crois que le tatouage peut aussi être thérapeutique. Donc j'aime bien l'idée de vous découvrir, de chercher avec vous ce que ce procédé peut vous amener. Et je disais en début d'émission que donc il y a des découvertes qui ont été faites de momies prises dans la glace, notamment en Sibérie, et puis d'autres sur lesquelles on a retrouvé des traces de tatouage qui pouvaient être soit associées à des croyances, soit alors on pense peut-être à des protocoles de soins, parce qu'il y avait du coup des marques à poser au niveau des articulations, des marques assez basiques, des traits simples. Voilà pour le tatouage. Mais je n'ai pas toujours été tatoueuse. Oui, dis-moi alors. Alors, qu'as-tu été dans le passé avant de faire du tatouage? J'ai été, j'ai enseigné et j'ai été urbaniste aussi. Donc on peut se dire, bah, quels sont les points communs? Et il y en a un, et ça a toujours été l'amour de l'humain. Donc j'ai travaillé au niveau plus macro, et puis après je suis descendue au niveau micro, et aujourd'hui je dirais que je travaille en one-one, et que j'ai l'impression que c'est dans ce cadre-là que j'ai le plus de choses Apporté. à apporter, que ça me paraît le plus efficient. Voilà. Trop bien. Et toi, David, Et tu viens ben, d'où? et moi je viens d'où? D'ici et d'ailleurs, entre deux vies. Non, c'est bon, j'arrête. Donc je m'appelle David. Actuellement, j'ai deux activités principales. J'ai une activité d'harmonisation énergétique corporelle. Donc en gros, c'est des soins énergétiques. Et j'ai une activité d'ingénieur du son. Je sonorise des concerts. Il m'arrive aussi parfois de travailler avec des artistes en studio. Et donc voilà, deux niveaux vibratoires. Et c'est mes deux activités principales. Juste avant d'avoir commencé l'harmonisation énergétique corporelle, j'ai fait professeur de musique. Donc je faisais professeur de musique et ingénieur du son. Maintenant je fais harmonisation énergétique corporelle et ingénieur du son. Et de base je suis diplômé en tant qu'ingénieur du son. Et j'ai été professeur pendant 6 ans dans une école privée. Et puis voilà, puis la vie m'a amené à faire à présent des soins énergétiques. Donc c'est une continuité. Et depuis quand tes capacités? J'en ai pas. Je fais semblant. Je fais comme ça. Ouais. Mais les gens y croient et c'est le principal. Voilà, la méthode Coué. Alors, euh, j'ai toujours été sensible dès le plus jeune âge. Petite anecdote rapide, quand j'étais vraiment bébé encore, mes parents me faisaient dormir dans une chambre avec de la moquette. Et lorsqu'ils rentraient, qu'ils mettaient juste un pied sur la moquette, ça me réveillait. Et j'étais sensible à ce point-là. Ensuite, pour faire très court, j'ai donc toujours été sensible, toujours été aussi attiré depuis, bah, pas en primaire ni au collège. Franchement, à cette période-là, je n'étais pas du tout en conscience de ces choses-là. Moi, je pensais que c'était juste normal de sentir les choses, de les ressentir, que parfois c'était intense. Je me disais pas du tout que j'avais des traits atypiques là-dessus. C'est vrai qu'à cet âge-là, on s'exprime pas forcément sur ce qu'on ressent en plus. Donc, Et puis à l'époque, c'était encore moins que maintenant. ouais. Maintenant, j'ai l'impression on est plus vite aidé à savoir que l'on a des particularités au niveau de la sensibilité ou au niveau de comment notre cerveau est câblé, je vais dire. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui a été regardé. C'est à partir du lycée où c'est que j'ai commencé à plus me rendre compte que il y avait des choses qui me venaient par intuition. Les premières choses qui me sont venues par intuition, ça a été de, je vais dire, c'était bizarre, mais de voir
dans les gens où c'est qu'ils avaient des douleurs. Et souvent, c'était beaucoup le dos où c'est que je voyais. En gros, j'arrivais à juste regarder la personne physiquement comme ça, et puis à déterminer ses points de tension dans le dos. Puis ensuite, ça a continué par intuition. J'ai coupé une première fois le feu, et puis fait passer une migraine, et puis il y avait des maux de ventre aussi. Et j'ai beaucoup travaillé au début par juste, je me disais, bah, je sens que je peux le faire. Je vais faire exactement ce qui me vient. Et puis je pensais pas plus loin. Depuis quelques années, j'ai souhaité approfondir ça de façon beaucoup plus, je vais dire, technique. Comprendre le pourquoi il se passe ça. Pour pouvoir peut-être... la première des raisons, ça a été bah, déjà de comprendre, évidemment, mais pour pouvoir avoir euh, des procédés peut-être qui sont plus souvent efficaces, pas que ce soit des choses où ah bah aujourd'hui ça a marché, ah aujourd'hui ça n'a pas marché, comprendre Ouais, qu'est-ce c'est qui se sûr. passe et mieux comprendre l'intérieur, tout ça. Mmh. Puis après j'ai fait quelques soins de façon un peu plus privée, envers les amis, envers la famille, et puis à un moment, la vie m'a donné l'opportunité de pouvoir pratiquer ces choses de façon publique, grâce au salon qu'on a ensemble actuellement, qu'on partage. Et puis tu as écrit un livre aussi. Oui, j'ai fait un petit livre pour l'instant, ce qui fait entre 80 et 90 pages, qui parle de quelque chose d'assez ciblé, mais on en parlera peut-être dans ce live-là, mais sûrement dans les prochains. Je fais une petite parenthèse, mais j'aimerais beaucoup pouvoir aussi faire des lives où c'est que je le lis pour pouvoir l'expliquer plus en détail, parce qu'il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées à comprendre lorsque c'est juste écrit. Mais du coup, c'est un livre qui parle de chakras, de centres d'énergie, et de la connexion de deux chakras en particulier. Pour ceux qui connaissent, c'est donc le chakra jaune qui s'appelle le chakra solaire et le chakra vert qui s'appelle le chakra du cœur. Et la connexion particulièrement de ces deux chakras qui symbolisent quelque chose euh, pour moi et pour certains écrits, c'est la connexion entre l'ego, on va dire le non-soi, les choses qui nous ont forgés durant nos jeunes âges et qui nous sommes vraiment. En gros, au-delà de tout ce que l'on a appris, cette petite voix qui dit oui, mais moi je suis pas comme ça. Oui, mais moi je suis pas comme ça. Ou je suis comme ça. Et donc c'est la connexion de ces deux centres d'énergie pour ne plus qu'ils soient en désaccord constant, mais qu'ils puissent être en harmonie. Donc il y a l'idée de marcher vers plus d'authenticité, Oui, marcher vers soi. oui. Parce que quand on manque de cette authenticité, quand on manque de cette liberté d'être soi, ça génère une souffrance qui va être le point de départ, très souvent, d'une quête intérieure. Mhm. D'où le thème de ce soir et d'où l'orientation aussi de la création finalement de ce podcast. À la fois avec la volonté, on le disait précédemment, donc de pouvoir échanger avec des gens sur des sujets qui vont pouvoir porter justement à la fois sur le développement personnel et sur la spiritualité. Donc vous êtes invités à poser vos questions, hein, Partagez à avec nous partager, vos expériences. à nous interpeller, oui, à partager vos expériences aussi. Et puis une volonté aussi de peut-être d'apporter une autre vision des choses, quoi. Mm. Une vision, Entendre, une vision qui nous a fait du bien, respectivement. oui. La tienne pour toi, la mienne pour moi, et puis la vôtre pour vous aussi. Si Mm. vous avez des choses que vous souhaitez partager, c'est avec grand plaisir d'échanger sur ce sujet, sur ce format, avec très grand plaisir. On est parti, On est parti. on se lance dans le thème du jour. Oui. Donc le thème du jour, comme vous l'avez vu dans le titre, donc développement personnel et spiritualité New Age, on les a pas mis en opposition. On a vraiment voulu faire en sorte d'explorer ces deux parties et d'en voir leur utilité, leurs objectifs et leurs limites. Peut-être qu'on peut, en effet, la volonté aussi de pas opposer les choses. Moi, je sais que j'ai un ami qui est très très branché, par exemple, psychologie et développement personnel. Là où moi, je vais avoir une vision parfois plus spirituelle et ésotérique des choses. Et finalement, on se retrouve quasiment systématiquement dans nos conversations. Mhm. On se rend compte on peut vraiment, oui, se rejoindre sur la façon dont on va vivre une situation, la façon dont on va pouvoir traverser une épreuve, etc. Donc moi j'aimais bien l'idée de lier les deux et je pense qu'en effet, on a vraiment des choses à prendre dans chacune
dans chacun de ces domaines. Je suis totalement d'accord. Ces deux axes sont très complémentaires et sont même peut-être très utiles les deux. J'exprimerai pourquoi je dis ça plus tard, mais ça a une bonne utilité pour moi, passer par les deux chemins. Et d'ailleurs, bon après je m'avance déjà maintenant, mais de passer par le développement personnel en premier peut avoir une très grande utilité. Peut-être qu'on peut démarrer par ça, du coup. Qu'est-ce que le Oui, développement personnel? J'avais sélectionné une vidéo qu'on ok. peut peut-être présenter. Alors on va aller sur l'autre scène. Donc c'est une vidéo avec Marc Wielinski, qui est auteur, essayiste français, qui a aussi qui travaille d'ailleurs, je crois, encore dans l'audiovisuel. Et puis Franck Lobvet, qui est lui aussi auteur et énergéticien, et qui a la carte aussi du coach et du développement personnel. Donc il a une grande base en psychologie, je dirais, dans son travail, mais il utilise aussi ses atouts d'énergéticien pour accompagner les gens. Et donc ils abordent à un moment le sujet du développement personnel. Ok, donc je lance la vidéo, je vais voir si ça n'embête pas avec le micro et si jamais je le couperai. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez en disant, en écrivant, le problème du développement personnel, c'est qu'il est personnel. Ouais. Ouais, C'est ouais. vraiment très Mais drôle. tellement. Et Mais en d'ailleurs, deux mots. même les deux mots posent problème, parce que même le mot développement, Ouais. moi j'ai la nausée du mot développement personnel, évidemment. Enfin, je te laisse développer. Ouais, mais en deux mots, d'où vient le développement personnel? Ça vient de l'époque du New Age américain. Et ils pensaient qu'on allait passer de l'époque des poissons, une époque sauvage, astrologique. Oui, de l'époque astrologique des poissons, l'ère des poissons, qui était une époque où les gens sont en compétition, etc., à une époque où, l'ère du Verseau, où ça allait être au contraire l'amour, la communion. C'est ce qui a baigné toutes les années 50-60. Ce qui s'est passé, c'est que l'ère du Verseau, on n'y est jamais vraiment arrivé. Donc les mecs de la Silicon Valley se sont dit, bon, tant qu'on n'est pas dans l'ère du Verseau, on va devenir des super individualistes, on va penser à notre pomme, mais on deviendra des bonnes personnes quand on passera à l'ère du Verseau. Donc, et ils ont inventé le développement personnel, qui était une espèce de restriction à soi-même, de l'utopie du monde, en disant bon, le monde est mal fait, mais moi je vais être bien et moi je vais me développer, je vais être heureux et en même temps voilà, je vais faire un bon métier, je vais gagner de l'argent, je vais etc. Donc je vais me battre. C'est le capitalisme américain, il est ambigu de ce côté-là. C'est-à-dire, je me bats, etc., même si je sais que je suis une bonne personne et que quand le monde changera, moi, je serai capable de changer. Ça, Euh, je trouvais intéressant de dater un petit peu les choses finalement. Bon, la spiritualité, je pense que Oui, c'est un peu plus vieux que c'est les un peu années plus 50, 45 ans. c'est-à-dire ça. Mais du coup, cette notion de développement personnel. Et j'aimais bien aussi la façon dont il présente les choses. Il y a un petit peu l'idée que dans cette spiritualité New Age, je viendrais comme s'il y allait avoir une réponse extérieure, quoi. Une ère qui se met en place et qui, en gros, allait impulser quelque chose, un renouveau chez nous, comme un coup de baguette magique, dire bah, c'est bon, on va solutionner le problème pour vous un petit peu comme le Messie qui revient sur Terre et qui va tous nous libérer. Et puis finalement, voyant que ça n'arrive pas, ben, ok, je viens actionner la notion de développement personnel dans lequel je redeviens le propre maître de mon développement, de mon bien-être, de mon épanouissement, quoi. Hmm. Donc ça oppose un petit peu une notion de ah ben peut-être qu'il y a une réponse à l'extérieur, bah non, finalement cette réponse extérieure ne vient pas, donc je viens la chercher à travers le développement personnel par une démarche intérieure. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que du coup, il y a cette idée dans le développement personnel d'aller regarder vraiment à l'intérieur de soi ce qui se passe. Quoi. Ok. Il y a une approche qu'une amie développe que j'aime beaucoup, qu'elle utilise beaucoup, qui est la communication non violente, par exemple, et qui vise à aller regarder à chaque fois à l'intérieur de soi, quand bah, ça demande déjà au préalable d'identifier les émotions qui nous traversent. Hmm. Hum, et puis ensuite, à partir de ces émotions-là, d'être capable d'identifier quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi est-ce que je ressens de la colère à ce moment-là? Ben, peut-être parce que à ce moment-là, mon besoin de sécurité n'est pas satisfait, donc c'est ça qui me met en colère. Et ensuite, la troisième démarche qui consiste à dire de quelle façon moi je peux m'apporter ce dont j'ai besoin pour du coup essayer de pallier à ce manque. Hmm.
Donc ça, par exemple, c'est une démarche que je trouve très intéressante. C'est soi avec soi, quoi. Et est-ce que tu as des infos sur comment ça s'orientait le début de ce développement personnel? Parce que c'est vrai que là, il nous parle, dans cette vidéo en tout cas, moi j'ai pas eu l'occasion de la regarder en entière, peut-être qu'il en parle dans le reste de la vidéo, mais en gros, il y a eu ce point de développement personnel qui est arrivé, donc il me semble que c'est dans les années 50 si je me souviens bien, Oui, il 50-60. parle du développement de la Silicon Valley aux États-Unis, ouais. C'est après les guerres mondiales. Euh, Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que cette recherche intérieure est venue parce qu'il y avait un manque de réponse dans, je sais pas, la religion, dans d'autres choses, le spirituel? Comment c'est venu à ça? Qu'est-ce qui a amené ça? C'est des psychologues, des... Bah, je dirais qu'après, on peut. Pour moi, je pourrais faire aussi un petit peu le lien avec les bémols. Pour moi, la faiblesse du développement personnel. J'ai l'impression que c'est né, du coup, dans un contexte finalement économique florissant, avec une notion aussi de performance. Une notion de bien-être, ou peut-être une notion de mieux-être, en effet, un besoin, comme tu dis, Enfin, on en revient à ça, le point de départ. Je suis dans une situation de souffrance, donc je cherche un mieux-être. Et peut-être que ce mieux-être, je vais aller l'expérimenter à travers la notion de performance. Hmm. Je me valorise en étant meilleure, en étant toujours la meilleure version de moi-même. D'accord, ok. Parce que finalement, la façon dont il l'évoque, ça émerge aux États-Unis, dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, on est quand même dans un environnement de start-up, on est quand même dans un environnement industriel, Hmm. d'entreprise, de business. Et peut-être que ça peut être aussi un petit peu le caractère limitant du développement personnel. Qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher à se sentir mieux. De quelle façon je suis amenée à me sentir mieux? Il n'y a peut-être pas qu'une seule voie. Et en tout cas, celle que souvent propose le développement personnel, c'est celle de dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aimer davantage. Et parfois, je suis tombée, par exemple, Ah, tu vois, sur des je vois. vidéos du type ah ben allez les filles, voilà, pour avoir une meilleure estime de soi, aujourd'hui je vais me couper les cheveux. Et puis demain je vais aller m'acheter une nouvelle robe. Et puis le troisième jour, je vais m'inscrire à la salle de sport. Et finalement, on se retrouve sur des choses assez, peut-être parfois, entre guillemets, un peu, je vais pas dire superficielles, parce que c'est pas forcément superficiel d'avoir envie de prendre soin de soi et de son apparence. Mais je dirais, selon moi, centrer uniquement ce mieux-être sur ce à quoi je peux ressembler au regard des autres, ou sur qui je peux être au regard des autres ou par Hmm. rapport aux Hmm. autres, D'ailleurs, même c'est ça, limitant. je suis d'accord, et puis même, alors je sais pas si tu englobes ça dans ce que tu dis, mais d'ailleurs, la personne encourage ses choix en fonction d'une vision extérieure. Elle dit aujourd'hui je vais aller me couper les cheveux comme si c'était important que les autres personnes le voient. Oui, C'est ce que tu... oui. Enfin, en tout cas, t'en parlais un petit peu de cette chose où est-ce que c'est un mieux, mais jusqu'à quel point? Enfin bref, on en reviendra sur ça, mais pourquoi je dis ça? Parce que ma pensée me dit que on attend toujours quand même une réponse de quelque chose extérieur. Pour l'instant, on n'a pas parlé de cette recherche émotionnelle, énergétique intérieure qui fait qu'on se remplit soi-même à travers des choses qui, malgré, imaginons que le monde entier n'adhère pas à ce que l'on aime, dans tous les cas, on le ferait quand même parce que c'est ce qui nous remplit. Là, j'ai l'impression que, Mm. voilà, dans cet exemple, c'est si jamais les autres n'aiment plus ce que je fais, est-ce que je vais quand même continuer à le faire? Est-ce que Oui. là, je me dirais aujourd'hui, j'irai me couper les cheveux? Ou est-ce que Mm. c'est pour montrer que, regardez, je n'ai pas de chaîne? Mm. Regardez, je suis développé personnellement. Je suis libre. Mais est-ce que, du coup, c'est pas une illusion? En tout cas, dans ce cas de figure-là. Non, je te rejoins, c'est très intéressant. Donc par exemple, bah tu sais quoi, on va prendre cette ligne-là. Là, on a pris une ligne d'un point de vue développement personnel. Bon là, on schématise de façon très grosse, on vulgarise de façon très grosse, et c'est un exemple parmi des dizaines de milliers d'autres. Et on peut pas se dire sur cet exemple que le développement personnel amène tout de suite à ce genre de limite. C'est pas du tout ça l'objectif. Est-ce que si jamais on approchait ce point d'un point de vue spirituel, est-ce qu'on pourrait l'approcher d'une façon différente? Mais Je pense que ce que tu as soulevé, en tout cas, de dire est-ce que le point central, c'est pas avant tout ce qui nous anime? hmm, Je crois que ça, c'est ce qui peut rapprocher à la fois développement personnel et spiritualité. hmm,
Ok, c'est très bien. Je pense en effet que c'est le point essentiel, selon moi, de savoir ce qui nous rend véritablement heureux, ouais, ce qui nous anime, cet élan du cœur. Souvent, ce que je lis dans la démarche du développement personnel, c'est comment être une meilleure version de moi-même. Comment faire en sorte d'être tout le temps une meilleure version de moi-même. Ok, pour qui, pourquoi? Voilà, pour qui, pourquoi. Il y a une notion de performance, du coup. Et je vais être personnellement un peu partagée, mais je trouve que d'un côté, il y a quelque chose de positif, puisque ça amène une forme de dynamique. Ok. On est dans une logique, quelque part aussi d'amélioration, donc la volonté toujours d'avancer finalement, donc d'être en mouvement. Et moi je pense que la vie est en mouvement et que du coup c'est bien d'être en mouvement. Je pense que le jour où on arrête de se poser des questions, de se remettre en question, bah, je pense qu'on est mort. Donc quelque part je trouve qu'il y a une dynamique qui est positive. De l'autre, en effet, c'est exactement ce que tu soulignes, être une meilleure version de moi-même, mais par rapport uniquement à moi, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui vient s'impulser de l'extérieur? Et dans cette notion d'amour de soi et d'estime de soi, j'ai l'impression qu'on nourrit l'idée que on doit savoir s'aimer tout seul, qu'on doit d'abord s'estimer soi avant de pouvoir aimer les autres. Mais moi, ça me paraît quand même déjà extrêmement compliqué, Ouais, puis là, ça soulève aussi d'avancer sans les autres. des points intéressants. C'est qu'est-ce que c'est vraiment s'aimer? Et qu'est-ce que c'est s'aimer? Est-ce que c'est, bon après je vais prendre des mots comme ça, mais se valoriser, se trouver beau, donc ça peut rentrer dans s'aimer, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que si jamais on se trouve beau, on s'aime quand même? On voit des personnes qui ont une quête vers l'apparence qui derrière sont quand même malheureux. Donc est-ce qu'ils s'aiment ou est-ce que ils suivent ce schéma pour être aimés? J'ai quand même l'impression que c'est comme si c'était inhérent à l'humain d'avoir ce sentiment de n'être jamais assez. J'ai l'impression que quelque part, c'est une forme aussi de moteur qu'a l'être humain. C'est quelque chose qui nous quittera jamais, mais peut-être qu'avec lequel il faut tout simplement apprendre à vivre et que une fois qu'on a compris ça, peut-être qu'on peut arrêter de se focaliser là-dessus pour aller se focaliser sur autre chose. Mm. Et notamment sur bah, qu'est-ce qui nous anime, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on a le cœur en joie? Et je parle pas de désir, parce que Ouais. je pense qu'il faut faire très attention à cette distinction entre désir et élan du cœur ou désir et bonheur ou oui voilà entre la dopamine et l'ocytocine ou Mm. Totalement, je suis totalement d'accord. on peut passer sur la deuxième vidéo où justement Franck parle aussi un petit peu des ben, évoque ses limites Franck comme si c'était mon copain. Franck Lobet, si tu nous entends. Et oui, il parle aussi un peu des limites du développement personnel. Donc je lance la deuxième vidéo. Oui, tu peux. Allez-y. Au fond du développement personnel, tu vas trouver des trucs assez simples. Hein, c'est vers là qu'on va. On connaît les points d'arrivée. Je suis conscient de l'instant présent. Je suis conscient d'être un être multifacette. Je suis conscient que mon regard sur le monde crée le monde. Je suis conscient que je suis toujours au bon endroit au bon moment. Bon, quand ça, c'est devenu conscient, bah, tu as donc conscience que tous les gens sont toujours au bon endroit au bon moment, que tout le monde a exactement la vie qu'il devrait avoir d'une manière absolument parfaite, bien qu'ultra douloureuse, et que donc tu peux commencer de foutre la paix aux gens en arrêtant de leur donner des leçons de comportement, laisser le boucher charcutier Front National du coin de la rue vivre la vie qu'il vit et sa façon d'être la vie, sa façon d'être Dieu, lui laisser dans la plus grande liberté, arrêter de penser que le monde tournera mieux quand tout le monde pense comme toi, puisque tu te seras aperçu au fond de ton développement personnel que le monde est parfait. Donc simplement continue, t'arrêtes pas en chemin. Bon, ça reprend un petit peu tout ce qu'on... Donc un mot principal dans cette vidéo, c'est quand même l'acceptation. Accepter que y ait plus que notre vision. Alors, je sais pas si c'est forcément une notion d'acceptation, ou je dirais c'est une acceptation à l'instant T. C'est-à-dire que il y a un peu l'idée de... Tu sais, comme je te dirais, ah putain, je me suis sentie, je sais pas, je me suis mise en colère. Voilà. Je Mm. me suis mise en colère. Et puis, tu peux nourrir la culpabilité de t'être mise en colère, tu vois, et te dire, bah, je suis pas une bonne personne parce que je me suis mise en colère et j'aime pas ça et on me dit que c'est pas bien. Et puis, il peut y avoir aussi juste l'idée à l'instant T de dire, oui, ok, ça s'est passé. C'est pas juste l'acceptation en se disant, c'est pas grave, je m'en fiche, quoi.
Mais c'est simplement de se Bah dire, là, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. L'acceptation comme ça, c'est pas une acceptation, c'est une sorte. Est-ce que ça serait le mot? Non, c'est pas le mot déni, mais un peu plus du je m'en foutisme que de oui, l'acceptation pour moi. oui, voilà, c'est bien faire la distinction quand on dit acceptation. En effet, c'est Mm, pas du je m'en foutisme, c'est juste de dire la situation, elle, ce qu'elle est. Et je ressens ça, et j'ai pas à le rejeter, puisque de toute façon, c'est là. mm. Donc en fait, la meilleure chose potentiellement que j'ai à faire, c'est d'aller voir pourquoi. Pourquoi c'est là? Ouais. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans cette vidéo, par contre, c'est de dire arrêtez de vous culpabiliser. Et puis, à un moment donné, oui, apprenez à vous accepter Mhm. comme vous êtes à l'instant T. Ça ne veut pas dire rester ce que vous êtes ad vita aeternam, ça ne veut pas dire ne pas bouger, ça ne veut pas dire ne pas changer, mais ça veut dire s'accepter avec toutes ces parts d'humanité, parce qu'on reste des humains en fait, et il n'y a pas de... On n'est pas des anges, Mm, mm. et on vient avec toute notre humanité, même si on fait de notre mieux pour peut-être aimer au mieux les gens, pour peut-être être, encore une fois, la meilleure version de nous-mêmes, mais n'empêche qu'on reste des humains, quoi. Mm. Je pense que le plus important, lorsque, entre guillemets, on se rend compte que on n'a pas été la meilleure version de nous-mêmes, au final, on l'a été parce que si on aurait pu faire mieux à ce moment-là, on aurait fait mieux. Ouais. Mais c'est se rendre compte que on a pu impulser des choses pas alignées comme on le souhaitait. J'utilise le mot Mm. aligné ici. Et pour moi, le plus important dans ces moments-là, c'est de le reconnaître et d'accepter qu'on n'est pas parfait. En faisant ça, c'est déjà se pardonner soi-même Mm. et en décristallisant cette, bah, des fois, culpabilité. Des fois, c'est une sorte un petit peu de déni en disant que non, j'ai rien fait de mal, j'ai été parfait. Donc, les plus importants pour moi dans ces moments-là, c'est de repérer qu'il y a eu des choses imparfaites, pouvoir aussi potentiellement l'exprimer aux personnes qui ont potentiellement aussi perçu que on n'aurait rien changé, parce qu'il y a des personnes des fois qui peuvent se dire ouais bah la personne elle a agi comme ça et elle n'aurait jamais rien changé, donc je mets une étiquette sur cette personne et donc c'est pouvoir l'exprimer aux gens, de pouvoir dire bon bah voilà j'ai remarqué que c'était pas qui je souhaite être véritablement, tout en acceptant le retour énergétique de la personne. C'est quelque chose que peut-être on peut manquer lorsque l'on est dans le développement personnel. Où le développement personnel va dire oui mais je suis comme je suis, donc voilà. Et pour moi c'est un manque de justesse à ce moment-là. C'est se dire oui mais là t'as blessé. Et souvent les gens s'en rendent compte plus tard quand on agit pareil avec eux. Oui, je suis comme je suis, mais là, je remarque que bah, peut-être que j'ai impulsé des choses qui ont blessé. Et peut-être que c'est pas ce que je voulais vraiment en fait. Peut-être même c'est pas ce que je voulais du tout. Et c'est ok pour moi, même si on est celui qu'on est, de remarquer qu'il y a des fois des choses qu'on souhaite améliorer et exprimer aux personnes. Là, j'aurais préféré être une autre version et je l'exprime à la personne. Oui, mais du coup, on a parlé donc du fait que dans le développement personnel, peut-être potentiellement, on pouvait t'offrir une méthode pour te permettre de te développer personnellement, mais que dans cette méthode, finalement, il y avait le risque de se perdre soi-même. Parce que bah, on te dit qu'en gros, pour aller bien, voilà, on va te donner des techniques, un process, et Des puis checklists. une checklist, et que finalement, toi, tu vas être un peu là, mais c'est pas véritablement ça qui m'anime. Donc, est-ce que véritablement ça va t'aider à te développer personnellement? Je pense qu'on peut retrouver clairement les mêmes travers dans la spiritualité, hein. Si on parle des religions, je pense que c'est très facile de voir de quelle façon on va te proposer un modèle. Qu'on va t'inviter à suivre. Alors après, moi, je porte pas de jugement, hein, chacun aspire à être qui il a envie d'être. Et peut-être que pour certains, ça collera parfaitement, tu vois. Mais je pense que malgré tout, ça reste une forme de dogme, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Et puis, du coup, ce second point-là que tu as évoqué aussi me paraît très intéressant. En effet. Il a parlé aussi, du coup, d'un certain nombre de notions au début de la vidéo, en disant quand on est dans le développement personnel, on prend conscience aussi que on est créateur de sa réalité, que ce qu'on impulse, on nous le renvoie. Donc ça rejoint ce que tu viens d'exprimer aussi sur l'importance de prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. On va aller un peu plus dans le vif du sujet encore, et je vais lire un petit peu mon PDF. En méditation, je m'étais dit, ok, d'ailleurs je vais m'y remettre un petit peu parce que je sens que je suis désaligné un petit peu. Je m'étais mis un petit peu en méditation et puis j'avais imaginé, je m'étais demandé, si les deux systèmes se mettent en opposition, quelle est la crainte des deux systèmes envers l'autre?
Parce qu'au final, des fois, des personnes vont se demander, moi j'ai mon développement personnel, la spiritualité, c'est du non tangible, c'est du coup faux, c'est juste de la fumée, de la poudre aux yeux. On nous vend un idéal qui au final n'est que fable. Et la spiritualité, dans un autre sens, parfois peut tomber aussi dans le développement personnel, c'est trop terre à terre. Et du coup, par rapport à tout ça, quelle est la crainte des deux au final? Je pense pour le développement personnel, la crainte par rapport à la spiritualité New Age ou spiritualité en général, c'est que ce soit trop déconnecté de la réalité. Et à l'inverse, pour la spiritualité sur le développement personnel, c'est que c'est trop centré sur le personnel, trop centré sur le soi déconnecté des autres personnes. Et la crainte du coup d'emmener des gens dans une direction qui les font se perdre. Est-ce que c'est la crainte des deux directions au final? Ouais. Le New Age a émergé à la suite du fait que les religions étaient trop dogmatiques. Du coup, on a commencé à souhaiter prendre des choses un peu partout, prendre aussi les ressentis qu'on avait, l'échange un peu envers d'autres personnes et créer une spiritualité qui nous correspond mieux, qui rentre plus dans nous, notre cheminement intérieur. Et donc au final, la spiritualité New Age, comparée à une spiritualité qui est plus tournée autour d'enseignements, comme les enseignements bibliques, les enseignements du Coran, les enseignements bouddhistes, etc., là vont être plus en fonction de la personne. Certaines personnes vont être beaucoup plus orientées, peut-être, je vais dire, bouddhiques. D'autres vont être plus orientées au niveau magie cérémonielle. Il y a beaucoup d'axes qui viennent avec la spiritualité New Age. D'ailleurs, ça peut amener aussi d'autres craintes par rapport aux personnes qui se disent « Ouh là là, mais où vont toutes ces personnes ?» Elles se perdent encore plus, quoi. Parce qu'en fait, elles prennent que ce qui les arrange. Mais au final, est-ce que c'est la vérité de prendre que ce qui nous arrange? On peut avoir cette crainte-là. Est-ce que c'est pour se faire du bien nous-mêmes, à notre ego spirituel, ou est-ce que c'est une véritable façon d'aller vers, entre guillemets, je mets des très gros guillemets, la vérité? Parce qu'au final, on est tous en quête de ça, je pense, Mhm. de cette vérité qui, dans un premier temps, nous est agréable et dans un deuxième temps, nous aspire ce pourquoi on se lève le matin, quoi. Quel est l'objectif des deux, dev perso et spiritualité New Age? Là, j'ai pas mis de petites phrases. Donc c'est une question Ouais. ouverte. Donc je pense que là, on y a déjà un petit peu répondu quand même, un peu en amont. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent là comme ça? Non, oui, je dirais pour si je devais résumer ça en une phrase, il y a ce même objectif d'amener les gens vers eux-mêmes, quoi, Hmm. à être plus authentiques, à être plus libres, Mhm. à être plus heureux. Quelle utilité? Point d'interrogation, mieux se connaître, mieux comprendre l'unité, mieux comprendre le tout. J'ai mis dans ce sens-là. Dans un premier temps, c'est pour ça au tout début du live que je parlais de cette direction qui est très intéressante et je pense que j'en suis passé aussi par le développement personnel à un moment beaucoup plus que par la spiritualité et c'est quand j'ai pu connecter les deux que je me suis dit oh mais c'est une dinguerie en fait. Parce que pour faire très rapide, mais ça pourrait parler à certaines personnes, c'est qu'à un moment, j'ai suivi des séances de psychologue pour pouvoir voir pourquoi j'étais autant en conflit avec certaines choses, des choses qui me mettaient à mal, autant le perfectionnisme, autant le fait d'être toujours en opposition avec ce qui était aussi. Et aussi le fait de vouloir aider à outrance les personnes, dans le sens où je cherchais une reconnaissance dans cette aide-là. Je me disais que j'étais utile si j'étais utile, et que sinon j'avais pas d'utilité. C'était une croyance qui était mise dans ma tête par rapport à mon éducation, mais voilà. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me montre que non, c'est une façon de voir la chose, et qu'il y en a plein d'autres, et que c'est pas tout le monde qui voit comme ça. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Parce que évidemment, quand on est plus jeune, on a l'impression que tout le monde voit comme nous. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est autant en friction quand les personnes agissent différemment de nous. On se dit ah, elle m'a abandonné. Mais pourquoi fait-elle ça, cette personne? Alors qu'au final, non, dans sa tête, c'est juste que c'est normal, quoi. C'est genre, bah non, je t'ai pas abandonné, mais c'est juste, bah on n'avait pas prévu de faire un truc, donc je fais quelque chose d'autre. Oui, mais tu m'as pas dit. Ah, pourquoi tu m'as pas dit? Voilà, on a plein de choses dramatiques comme ça. Puis après, voilà, on écoute du lo-fi en regardant la pluie à 1h du matin. Enfin, bref. Donc au début, mieux se connaître. Et je pense que le développement personnel, à ce moment-là, m'a beaucoup aidé, parce que j'ai pu identifier ce que j'étais ici et maintenant. Ensuite, comprendre l'unité. Avant de comprendre l'unité, il y a une toute petite partie qui est, ok,
je suis ça ici et maintenant, mais je sens aussi que je suis quelque chose en plus de ça que parfois je m'autorise pas à suivre parce que ça rentre pas dans ce que je suis ici et maintenant, dans mon personnage. Et ensuite se dire, ok, bah, une fois que je trouve qui je suis au-delà du personnage, c'est se rendre compte en fait, tout le monde est quelqu'un au-delà du personnage. Et donc là, c'est mieux comprendre l'unité, toutes ces personnes qui sont au sein de personnages qui pensent être la meilleure version des choses parce qu'ils ont appris ça depuis qu'ils sont jeunes. Et c'est soit en ayant des conversations avec d'autres amis ou autres, ou des fois des psychologues, qui se rendent compte, ah en fait, bah, tout le monde n'est pas obligé d'être comme ça. Et tout le monde n'est pas comme ça d'ailleurs. Et c'est ok. Mais donc du coup, moi je suis qui? Et après tu comprends l'unité parce que, ah mais en fait, tout le monde se demande, c'est qui tout le monde? Et après, du coup, mieux comprendre le tout. Mieux comprendre ah, ok, peut-être, là je pars dans une direction spirituelle, qu'il y a toutes ces choses au-dessus de ce qui est ici et maintenant. Ils sont en train d'expérimenter des ici et maintenant qui peuvent changer, c'est ici et maintenant. Là, ici et maintenant, je suis professeur. Là, ici et maintenant, je suis coach de yoga. Là, ici et maintenant. Mais c'est toujours moi qui expérimente ces ici et maintenant. Et ce moi-là, fondamentalement, entre toutes ces choses-là, malgré les apparences, il n'a pas changé. Voilà. Et du coup, pour faire le petit parallèle avec développement personnel et spiritualité New Age, le développement personnel peut-être nous dit des choses optimales à être ici et maintenant. C'est exactement ça. Alors qu'au final, la chose optimale à être ici et maintenant, c'est ce que l'on souhaite nous-mêmes. Et ça, personne ne peut nous l'apprendre. C'est nous-mêmes savoir comment je me sens au mieux ici et maintenant, à travers quelle forme. Et là, la spiritualité rentre en jeu. Alors que le développement personnel, des fois, n'encourage peut-être pas assez à aller dans cette direction. Et conforte dans des modèles. Voilà. Moi, j'ajouterais qu'il y a véritablement cette dimension mentale dans le développement personnel, mentale, psychologique, analytique. Mais moi, elle me paraît indispensable dans ce cheminement intérieur, en fait. Et c'est en ça aussi où, même si aujourd'hui, personnellement, je ne peux pas renier la spiritualité parce que ça fait partie de ma vie, mais clairement, je ne renie pas non plus le mental. Et je pense que c'est ce qui nous permet de ne pas rejouer les mêmes choses en boucle, de se rendre compte des schémas répétitifs, de se rendre compte en effet des identités qu'on a pu prendre au fur et à mesure du temps, liées à notre éducation, à l'école, à la société, etc. Quoi, tous ces masques, comme tu l'as évoqué, qu'on se met. Mais finalement, dans les deux analyses que tu présentes, on reste dans des choses relativement tangibles. Et la spiritualité amène quelque chose de plus qui est quelque chose de l'ordre, là pour le coup, du très personnel, qui est la foi en fait. Qui est le fait de qu'est-ce qui fait que tu crois en l'existence, pour reprendre Patrick Berstenas, que tu crois en l'existence de cette réalité non ordinaire. Et c'est là où peut-être on va faire un pas dans l'aspect plus spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Moi, j'aime souvent dire aux gens, parce que du coup, je suis anti-dogme. Enfin, c'est mal dit, je suis pas anti-dogme. Je pense que le dogme, à la base, parce que il offre des lignes directrices. Parce qu'il permet des repères, il donne des réflexions. Le dogme, il peut être d'ailleurs religieux ou pas religieux, hein, mais finalement, il donne des directions. Par contre, ce qui me paraît important, c'est à un moment donné, c'est d'être capable de s'en affranchir. Bah, c'est comme l'éducation de nos parents, quoi. Voilà, on a reçu une éducation, on a eu des bases, ça nous a donné sans nul doute un certain nombre d'outils pour bien avancer dans cette existence, mais il y a un âge où on peut aussi faire le choix de s'affranchir de certains parce qu'on considère qu'on n'en a plus besoin ou qu'on n'a plus du tout envie de les utiliser, quoi, tout simplement. Donc le dogme, voilà, me paraît intéressant, mais il y a un moment, il y a une question de comment tu vas vivre l'expérience toi-même de la spiritualité. Et je crois qu'il se passe des choses. Et si tu parlais tout à l'heure peut-être il y a quelque chose de plus grand, voilà, une notion d'unité. Je sais pas à quoi par moment on se connecte, hein, je sais pas comment il faut l'appeler, Dieu, l'univers, la source, le grand architecte, j'en sais rien. Mais il y a des moments où cette connexion s'opère, et quand elle s'opère, bah, pour reprendre Rona Lipschitz, elle pose la question, elle dit si je vous demande si vous avez déjà eu un orgasme, vous savez si vous avez déjà eu un orgasme. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. D'ailleurs, c'est même très compliqué d'expliquer un orgasme. Comment tu vas expliquer? Tu peux éventuellement donner 2-3 symptômes physiques, mais tu vois, cette sensation d'extase là, c'est quand même compliqué de l'expliquer. Bah, c'est de la même façon quand tu te connectes à ça, c'est très compliqué de l'expliquer ce que ça te provoque. Donc, c'est vrai que parler de l'existence de l'unité, c'est bien.
Mais à un moment donné, si on ne le vit pas, bah, ça reste quelque chose ouais, de difficile à percevoir, quoi, Mm, mm. quand même. Et je comprends aussi qu'il y ait des gens qui soient très réticents parce que finalement, quand tu ne l'as pas éprouvé, bah, c'est compliqué. En tout cas, moi, dans mon chemin personnel, ça a commencé par la croyance et ensuite, ça s'est traduit en quelque chose de tangible. C'est-à-dire que j'ai décidé de croire en quelque chose. Et du coup, j'ai demandé des réponses. Et j'ai demandé à ce qu'on me montre. Et j'ai demandé à savoir et à connaître. Et petit à petit, des portes se sont ouvertes, des rencontres, des livres, des lectures, des vidéos, euh, certaines, en effet, certaines pratiques méditatives, etc., qui amènent du coup à un moment donné à cette forme de connexion, quoi. Qu'est-ce Bah, qui fait que certaines oui. personnes vont aller dans cette voie avec la foi, quelque part, et pourquoi d'autres n'y vont pas, quoi? Qu'est-ce qui Mm. peut expliquer qu'on est plus séduit? Et par moment, moi, ce que j'ai envie d'inviter les gens à faire, c'est juste de faire des expériences, en fait. Demander à vivre ça, demander à faire l'expérience. Et j'ai la croyance, en tout cas, qu'en demandant, les choses se mettent en place. Totalement, ça invite à avoir des choses. C'est souvent l'expérience personnelle qui amène à se dire, ouais, il y a quelque chose. Pour prendre mon exemple, personnellement, pendant très longtemps, j'ai été à distancer la spiritualité sous la forme religieuse. Autant on pouvait me parler de Jésus, du Christ, ouais, de foi, de religion. Jusqu'à très tard, ça ne me disait rien. Pour autant, j'étais toujours intrigué et intéressé par le non visible. Ça m'a toujours attiré. Et pourtant, ces religions, ça a mis du temps. Et c'est en comprenant davantage actuellement certains points que ça m'a permis de mieux comprendre les textes. Mais c'est un peu comme si les textes, en tout cas qu'on nous propose de façon un peu publique, généraliste, ça manquait quelque chose, quoi. Je pense que c'est pas pour rien que la spiritualité New Age a émergé, c'est qu'il manque quelque chose qui fasse que tu te dises, ah ouais, il y a un truc. Mm. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, j'en sais rien. Mais possiblement s'il y avait plus de, je vais pas dire de direction, parce que le but c'est pas de diriger, mais de choses plus tangibles que des paraboles où c'est que t'as des choses vraiment très métaphorées. Je pense que la grande majorité pourrait mieux comprendre. Mais même ceux qui étudient en profondeur pourraient mieux comprendre les métaphores qui sont derrière les textes. Parce qu'il y a beaucoup de métaphores où les personnes, du coup, vont être fanatiquement à répéter des versets ou autres, alors que la signification est quand même autre. Après, c'est ma perception des choses. Lorsque l'on connecte des points de différentes sources, Mm. qui parlent voilà, de symbolisme, si on parle un peu d'ésotérisme. Donc, en parlant de tout ça, les deux ont un objectif commun, c'est le mieux-être. Et donc, souvent, j'ai l'impression que les personnes qui s'orientent vers la spiritualité, c'est qu'ils ont senti des choses et qu'ils ne peuvent plus faire abstraction de ces choses qu'ils sentent. Et donc, ils vont vers le mieux-être à travers la spiritualité. Et parallèlement, les personnes qui vont vers le développement personnel, c'est pareil, des gens qui ont été en tension pendant longtemps et qui du coup s'orientent vers cette direction pour ne plus être en tension. Et les deux, si on arrive à les connecter, et ça c'est ma vision personnelle et c'est mon opinion, peut amener beaucoup de choses parce qu'on arrive à une maîtrise de la friction intérieure et de l'abondance énergétique de façon très importante. Et ça amène des possibilités très intéressantes. Donc la friction intérieure par rapport à toutes ces choses, que ce soit les croyances, les traumatismes, qui sont améliorés grâce au développement personnel, et cette venue, je vais prendre ce mot-là, j'en ai pas d'autre, cette venue énergétique qui du coup se superpose à cette optimisation de base du dessous. Et quand les deux sont alignés, eh ben on arrive à quelque chose de très intéressant. Alors que si jamais on a que la spiritualité, des fois on se perche. Et si on a que le développement personnel, des fois on s'ancre de trop. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises choses en soi, mais le but c'est de réussir à avoir les pieds sur terre tout en étant la tête un peu plus éthérée. Est-ce que c'est un bon mot? Ou est-ce que j'utilise des mots que je ne maîtrise pas? Mais donc ouais, l'objectif pour moi c'est d'avoir vraiment cette expansion tout en étant autant connecté en bas que en haut. Et pas à un moment se décrocher et puis ne plus avoir d'utilité à voir des choses que l'on voit qui sont sûrement des choses réelles à leur façon, mais qui n'ont pas d'utilité, si je ne puis dire, dans le monde matériel. Et à l'inverse, d'être trop vers le bas et de ne pas avoir d'utilité pour quelque chose qui peut-être doit expérimenter ces choses ici, là, maintenant, comme on revient avant. C'est vrai qu'il y a cette... est-ce qu'en effet, dit autrement, hein, mais finalement je paraphrase ce que tu dis, mais
Est-ce que ce que nous apporterait pas la spiritualité, c'est cette notion d'amour du monde? Et en effet, cette Mm. notion de connexion au grand tout, D'unité, ouais. d'unité, ouais, de rapport et d'amour l'amour de tout, pas seulement des uns et des autres. Mhm. Euh, et ça nous renvoie aussi à cette opposition spiritualité, développement personnel qui serait là où finalement dans le développement personnel on va voir l'autre, mais on va de nouveau voir l'autre à travers nous. Qu'est-ce que l'autre me fait? Qu'est-ce que l'autre me renvoie? De quelle façon l'autre me fait grandir? De quelle façon... Mais finalement c'est toujours par rapport à nous. Alors que est-ce que dans la spiritualité, on peut pas enfin trouver cette vraie notion d'altérité, c'est-à-dire accepter l'autre Ne pas prendre soi-même comme tel base qu'il est, de référence. voilà, Ouais. et dans son entièreté tel qu'il est, Mm. même différent de nous, en tout cas de prime abord, même s'il paraît être différent, parce que je pense que dans le fond, en tant qu'humain, on a tous vécu les mêmes émotions à un moment donné de notre vie. Alors je dis pas avec la même intensité, et bien sûr que personne n'a eu le même parcours, quoi, mais n'empêche qu'on reste tous des humains traversés par les mêmes émotions. Mm. Et est-ce que, voilà, c'est pas la spiritualité qui nous offre l'opportunité, du coup, de cette perception, oui, d'unité? Là où le développement Oui, personnel totalement. nous enferme un peu dans notre individualité, quoi. Avec ce que ça amène comme risque, hein, parce que je te rejoins dans cette va avec l'individualisme, cette idée de ce discours là, un peu ambiant de oui, mais je suis comme je suis, alors moi je veux qu'on m'accepte comme je suis. Oui, je Mais comprends, est-ce on a que... tous envie d'être acceptés Alors moi, comme on est. j'ai une nuance, c'est est-ce que tu es véritablement comme tu es? Parce que si jamais tu l'es vraiment, tu n'as pas besoin que les autres t'acceptent, entre guillemets. Mm. Tu te dis dans tous les cas, même si le monde entier ne m'accepte pas, je Ouais. suis moi et j'ai pas besoin que les autres m'acceptent. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça peut être un point qui peut être intéressant d'avoir. Se dire, est-ce que là, même si, allez, je vais prendre un cas extrême, j'étais la seule personne habitant encore sur Terre, je continuerai à faire la même chose que je fais. Bon, après, si jamais on a des métiers qui sont orientés vers l'aide, ça serait différent. Mais si personne ne me regarde, est-ce que je continuerai à faire ce que je fais? Mm. Et là, ça peut vraiment être traductible. Et souvent, on va dire, ah bah non, moi j'ai envie d'avoir de la reconnaissance. Mais à partir du moment où on souhaite avoir de la reconnaissance, des fois on va un peu se trahir parce que on se dit si jamais je suis véritablement moi, je sais que je vais pas rentrer dans les cases et je vais pas avoir autant de reconnaissance que je voudrais. Et cette petite chose subtile fait qu'on va se trahir nous-mêmes. Mm. On va s'adapter, même si c'est minime, à des formes un peu plus généralistes. Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'aime bien aussi demander qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais des millions au loto? Ouais. Et puis après, de se dire, bah ok, t'as projeté ça. Imagine-toi maintenant dans cette existence-là. Et est-ce que c'est ok? Est-ce que t'es exactement là où tu voudrais être? Est-ce que Mm. c'est ça ton essentiel, tu vois? Parce qu'il y a des personnes pour qui la réponse, par exemple, va être très évidente de dire, bah en fait, ma vie, elle va pas changer beaucoup. Par contre, peut-être, je monterai tel type de projet pour aider les autres, ou peut-être que du coup, je serai, je sais pas, j'aiderai ceux qui en ont besoin autour de moi, ou puis t'en as d'autres qui vont te dire, ben, je voudrais acquérir telle ou telle chose, ou je voudrais, tu vois, et ça peut être aussi intéressant de se dire, ok, et maintenant, projette-toi. Là, est-ce que t'as tout? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'as l'essentiel? Est-ce que c'est ce qui est le plus important pour toi? Mm. Et c'est vrai que, mais c'est intéressant aussi cette question de dire si t'es tout seul. Et de Ouais. faire abstraction du regard des autres. C'est vrai que sans le regard des autres, il y a beaucoup de choses qu'on ferait pas. Ouais. Ou Ou beaucoup beaucoup de de choses choses qu'on qu'on ferait. ferait. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne juste 5 minutes de pause, comme ça on voit le déroulé de la suite, Mhm, et puis et on revient dans 5 minutes. ça marche. Ça va pour toi? Et de retour, on est reparti. Hi everybody! Ok, donc après cette petite pause, On en est où? On sait on en est plus. où? Quoi parle-t-on? Je regardais mon portable tout à l'heure, donc on s'en était arrêté un petit peu au point, les deux ont un objectif commun, le mieux-être. Recherche de la vérité intérieure, la vérité universelle, c'est des questions que j'ai notées après avoir réfléchi à tout ça. J'aimerais bien quand même parce que ce point me paraît. Encore une fois, moi j'ai la croyance que si tout le monde va bien et est heureux, eh ben on est tous heureux. Et que s'il y en a un qui est pas heureux, ben on peut pas être heureux si quelqu'un n'est pas heureux. Donc en fait, je crois qu'il faut qu'on soit tous heureux ensemble. Et donc, partant de là, je me dis de quelle façon je peux avancer le mieux possible vers moi. Donc on a parlé du développement personnel, on a parlé de la spiritualité, et moi j'ai juste envie de parler de ce que je ressens dans mon cœur. Ok.
Et finalement, je trouve que ça peut être une bonne façon de rassembler, les 2. Mais peut-être que c'est un peu tôt. Peut-être qu'on peut déjà parler de la spiritualité. Peut-être qu'on peut Tu dé te sens pas prête? mais je me dis ça On y va à ton rythme. fait déjà 2 heures, tu faut y aller maintenant, hein. Ah mais si t'as besoin de temps, on prend le temps. Y a pas de problème. C'est OK. Ça, c'est moi ça. C'est toi C'est ma ça? phrase ça. C'est OK. J'apprends des meilleurs. Hem, peut-être que non, mais peut-être parce qu'on peut quand même, aborder un peu le point de qu'est-ce que la spiritualité? On a déjà commencé, mais j'avais une autre petite vidéo. OK, je mets la vidéo 3 alors. Mmh, s'il te plaît. Par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup d'élitisme dans la spiritualité où on pense que la personne qui fait du yoga, qui médite, elle est spirituelle, mais le type qui est champion de foot ou de tennis ou qui fait je ne sais pas quel autre métier, ben non, c'est pas une vie spirituelle. Mais je pense que c'est une conception qui est tellement limitée. En fait, tout ce qu'on fait, si on le fait en conscience, et si ça s'inscrit dans l'axe de vie qui est le nôtre, eh bien, c'est C'est ça, spirituel. être spirituel. T'as un type qui a passé des vies antérieures entières à combattre, à être dans des trucs de dingue. On lui envoie une incarnation où il doit apprendre à profiter de la vie, à être au calme, à être un bon vivant, à savoir apprécier le calme, la nature, la bonne chair, etc. Vu l'extérieur, on dira, oh, ben, alors, celui-là, il se foule pas. Mais s'il réussit ça, et ça sera certainement un défi pour lui, pour elle, de vivre une vie comme ça, s'il réussit ça, il a mené une vie parfaitement spirituelle puisqu'elle est venue lui donner une leçon qui lui faisait défaut. Tu as quelqu'un qui a été moine, bonne sœur, infirmière, qui pendant des années s'est dévoué pour les autres au point de complètement s'oublier. Puis un jour, on lui dit là-haut, là tu redescends, mais là tu descends pour tes fesses. Tu descends pour toi. Tu descends parce que tu as besoin de construire aussi une personnalité qui existe vraiment. Eh bien, s'il vit une vie d'égoïsme éclairé, il vit une vie spirituelle. Et quelqu'un comme ça, tu lui dis non, mais il faut penser aux autres, etc. Ben, je ne suis pas venu pour ça. Et ma vie sera spirituelle parce que je viens vivre ce que je suis venu apprendre. Si je suis venu apprendre le courage et que je suis soldat, ben, ma vie sera spirituelle puisque j'aurai appris ce pourquoi je suis venu. Tu vois, on a tendance à avoir une vision tellement segmentée, sectorialisée, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est spirituel, ça l'est pas. Mais qui on est pour raconter des trucs comme ça? Alors qu'en penses-tu? Toi, qu'en penses-tu? Je suis très d'accord avec sa première partie. Je suis pas d'accord avec sa deuxième partie. Alors, allons-y sur la première, sur le fait de vivre en conscience. Ouais, vivre en conscience, vivre que toutes les vies ont des objectifs différents. Je pense que dans l'essence de la chose, oui, totalement, il y a des vies qui sont propices à peut-être être plus dynamiques, peut-être être moins dynamiques. L'objectif, c'est de voir l'essence de plein de types de vibrations. Et donc, certaines incarnations vont être propices à vivre certains types de vibrations. Et d'autres incarnations, pareil, vont être propices à vivre certains types de vibrations pour pouvoir les comprendre dans leur essence. Comprendre à chaque fois quelles sont leurs utilités, quels sont leurs points positifs, leurs points négatifs. Est-ce que je peux faire une parenthèse là? Oui, oui. Peut-être pour poser des bases, c'est-à-dire que là, il y a une croyance de réincarnation. Il y a l'idée aussi qu'on choisit son incarnation. Qu'on choisit son incarnation en fonction de ce qu'on veut venir expérimenter. Et si je prends un exemple, si je choisis de naître sur un territoire en guerre, on va me dire mais c'est horrible d'un point de vue de l'humain, on va me dire mais c'est horrible, jamais personne peut choisir de naître sur un territoire en guerre parce que la guerre c'est horrible. Et d'un point de vue plus spirituel, on pourrait se dire si je choisis par exemple de naître sur un territoire en guerre, c'est le meilleur moyen pour moi d'expérimenter la pleine conscience. Parce que je suis tellement tout le temps obligée d'être dans l'instant présent parce que c'est l'urgence, parce que c'est le... que finalement j'expérimente le fait d'être tout le temps en conscience au maximum quoi, de mes capacités. Là où nous, souvent dans nos sociétés occidentales où on a un certain confort de vie, bah, on va être souvent soit dans le passé, soit dans le futur, mais rarement dans l'instant présent, quoi. C'était faire une petite, peut-être une petite parenthèse pour poser un peu les bases de ce en quoi toi et moi finalement on croit, mais qui Totalement. reste des croyances. Mais... Totalement. Puis pour moi aussi, il y a le point karmique qui fait que des fois, certaines choses que l'on a pu faire dans certaines existences, on a besoin de les vivre dans l'autre sens. Et donc, on s'incarne dans les endroits planétaires qui sont propices à pouvoir faire en sorte que cette expérience soit possible à vivre
pour pouvoir toujours expier ce karma, le décristalliser. Le karma, ce serait l'idée que d'incarnation en incarnation, je vis des expériences dont je peux garder certaines mémoires. Alors le karma, pour moi, c'est les brides, je vais dire imparfaites, d'un rayon parfait. C'est qu'à la base, il y a une impulsion parfaite. Et alors le karma, on peut l'associer au bon, au mauvais. Dans tous les cas, c'est la loi de rétribution fait que lorsque l'on met quelque chose en mouvement, on doit le re-recevoir. C'est comme ça. C'est même au niveau de l'univers en entier, il y a un Big Bang, une expansion, et dans ma croyance, c'est qu'il y aura après une chose inverse jusqu'à ce que il se réabsorbe sur lui-même. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On peut voir comme une respiration, comme nous quand on respire. À chaque fois, on a une inspiration, une expiration. Tout est cyclique, même les ondes positives, négatives, les cycles solaires, lunaires, la vie, la mort, on va vers le haut, on va vers le bas, le jour, la nuit, bref, il y a toujours cette chose qui fait que l'on va s'expandre et après se concentrer. Pour moi, le karma, alors il y aurait deux façons de le voir. Une où, avec la loi de rétribution, dans tous les cas, tout ce qu'on a mis en mouvement, on doit le re-recevoir. Et l'autre, c'est que lorsque l'on a mis quelque chose en mouvement, on a été imparfait dans notre façon de le faire, et donc on a cassé une bride du rayon primordial, si je ne puis dire, du rayon qui aurait dû passer de façon optimale, et on doit le re-recevoir par une situation similaire. Donc quel est le juste, pour l'instant je ne saurais pas. Mais dans tous les cas, le karma c'est quelque chose que l'on doit recevoir, d'après quelque chose que l'on a mis nous-mêmes en mouvement. Que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, que ce soit une action. Mais j'ose à penser que le karma, comme il est défini maintenant, est attribué au monde physique, ou dans le monde de la triple personnalité, pour pas aller trop loin physique, émotionnel et mental. Et après au-dessus, il n'y a pas de karma. Ou alors c'est un autre type de karma, mais qu'on peut pas forcément comprendre en tant que karma maintenant. Bref, je m'éloigne. Donc pour moi, oui, qui est donc des choses qui fait que on a mis en mouvement une action dans une vie, on a créé du karma, parce que est-ce qu'on a mal agi ou est-ce que c'est juste parce que dans tous les cas ça doit revenir à nous, j'en sais rien. Ouais, parce qu'on n'a pas vécu l'expérience dans sa totalité, comme tu dis, enfin, si je prends schématiquement, si dans une vie j'ai tué quelqu'un, il y a des fortes chances que dans une autre vie je sois tué aussi pour vivre l'expérience en retour. Mais c'est je schématise, mais voilà. Bon, à ma vue, c'est obligatoire. L'idée, c'est de vivre à chaque fois. Donc, encore une fois, il y a quelque part, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Il y a une notion de vivre une expérience dans sa complétude, quoi. De vivre toutes les facettes de l'humanité, de vivre tous les cas de figure, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de bien ou de mal? Pareil, ça c'est une question qui... Je peux comprendre que tout a son utilité. Alors, pardon, je vais le formuler autrement. Le karma n'est pas une punition. Enfin, peut-être c'est pas forcément à percevoir comme une punition, c'est à percevoir comme la totalité d'une expérience, quoi. Oui, exactement. C'est vu comme une punition parce que souvent on se souvient du karma qui nous fait mal, mais on peut avoir du karma aussi bienveillant, dans le sens où si jamais on est pur dans nos intentions et que l'on... Alors, normalement c'est toujours au niveau de l'ego qu'il y a du karma, si je ne dis pas de bêtises, et c'est justement en agissant de manière pure que tu ne crées plus de karma. Mais tu peux créer autant du karma négatif que positif si jamais tu le fais pour te faire bien voir. Il y a des choses encore qu'il faut que je sois sûr à comprendre pour pouvoir correctement l'exprimer, mais je sais que la ligne principale de ce que je dis là, ça reste, pour moi en tout cas, juste. Donc bref, sur le karma, j'aurais pas plus de choses à dire que ça. On fera un autre podcast sur le karma. On parlait du fait de vivre en conscience. Donc ça, donc ça parlait d'idées déjà de plusieurs incarnations. Donc on est avec quoi du coup tu me disais que tu n'étais pas d'accord avec la première partie était bien, la deuxième où en gros que ah oui, en gros, peu importe ce qu'on fait, si à un moment donné la vie qu'on nous a destinée c'était celle de vivre. Ouais. Comment savoir si c'est vraiment ça ou si jamais on se cache derrière cette phrase pour se justifier de tout ce qu'on fait. Oui. C'était ça qui m'a un peu trigger en fait. Oui. Quand j'ai fait mon thème astral, Leila Roux, que je recommande, qui est vraiment très bien. Donc un thème astral en simplifié, ça part de l'idée que selon l'heure à laquelle je nais, le jour auquel je nais et puis l'endroit où je nais,
me sont attribuées un certain nombre de prédispositions et ça permet de mettre en évidence sur ces bases-là un certain nombre d'expériences que je vais pouvoir être amenée à vivre dans mon existence. Ça permet aussi de m'associer à un certain nombre ouais, voilà, de caractéristiques, de prédispositions qui vont pouvoir m'aider sur ce chemin de vie. Ça permet aussi parfois de mettre en évidence ce qui a pu se passer dans des vies antérieures. En tout cas, l'analyse de Leïla était très complète là-dessus. Je lui avais posé la question de savoir est-ce que mon thème met en évidence quel est mon chemin de vie. Et elle me dit, c'est comme si tu avais vécu beaucoup de vies dans des monastères, dans des communautés, avec une recherche en fait de protection quelque part et d'unité justement, essayer de retrouver cette unité perdue avec le grand tout, ben, tu vas essayer de la chercher à travers des communautés religieuses ou des... Et elle me dit en fait si tu recommences ce schéma aujourd'hui, ben, c'est ton futur quoi, pour reprendre Philippe Guimand. Donc si tu veux sortir de la boucle de tes réincarnations, il faut que justement tu dépasses ça, que tu renoues avec l'amour de l'humanité. Mais elle me dit il y a aussi une autre chose très importante, c'est que tu dois apprendre à vivre ta vie comme une adolescente ou comme une enfant, c'est-à-dire de vivre les choses avec légèreté. Et c'est vrai que quand on me connaît, c'est pas du tout mon tempérament. Donc quelque part, ça me parle aussi cette vidéo parce que c'est vrai que ça peut paraître fou de se dire, toi on va dire bah oui, vivre ta vie avec légèreté comme une adolescente. Pour plein de gens, ça paraît super facile de faire ça parce que j'ai envie de dire pour eux c'est ouais. Mais alors que pour moi, par exemple, c'est un challenge. Et je crois qu'en effet, des fois, enfin, je te rejoins, c'est pas facile de savoir, de ressentir quel est véritablement ton chemin de vie, pourquoi tu es venu t'incarner. Mais d'un autre côté, j'ai le sentiment que c'est parfois quand on est jeune qu'on a déjà les réponses. Et que ce qui t'anime vraiment quand t'es, je dirais, enfant et ado, Pas formaté, ouais. ouais, pas Pas encore trop. trop Ouais. formaté, c'est vraiment là que tu peux encore percevoir les bribes. Et puis après, en grandissant, bah, finalement, souvent, tu colles au schéma. Et puis après, tu fais ta crise de la quarantaine. Ouais. Tu renoues avec tes aspirations premières. J'ai l'impression que ça se passe un peu, ça se passe souvent comme ça, quoi. Mais oui, c'est pas, t'as raison, ça pose cette question. Est-ce que des fois je me mens pas à moi-même? Est-ce que je me dis pas que... Mais je sais pas, au final tu le ressens et c'est là où j'en reviens avec cette histoire du cœur, quoi. Mm. Je dis pas que c'est facile, mais si je prends... Encore une fois, moi j'aime bien parler de moi, pas parce que j'aime bien parler de moi. Le melon. La meuf, elle adore quand ça tourne autour d'elle. J'aime bien parler de moi parce que je crois qu'on est toujours les mieux à même pour parler de nous. Et que parfois les gens disent des choses, mais les gens disent pas toujours. J'aime bien aussi parler de moi. Je pense que c'est plus au moins, puis au moins, voilà, ça m'évite de parler des autres. Il y a eu un moment quand j'avais 37 ans où j'ai senti que c'était plus du tout OK, en fait. Que j'étais tellement mal dans ma vie, alors que dans ma vie, et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans ma vie, j'avais tout. J'avais tout sur le papier, ce que dans cette société, on te dit qu'il faut pour être, heureux, quoi. Je veux dire, j'avais l'enfant, j'avais le mari, on avait, le chien, la maison, les grosses voitures, l'argent, les barbecues entre amis le week-end, enfin, on avait tout et j'étais pas heureuse et donc je crois qu'en vrai, si tu acceptes de t'arrêter un petit peu et de t'écouter, je crois que tu sais assez vite dire si tu es sur le bon chemin ou pas. Ou en tout cas, je crois que quand vraiment tu vas dans le mur, il y a des choses qui se passent. Tu finis par être malade, tu sens un inconfort permanent, tu sens une tension permanente. Et en plus, c'est aussi intéressant parce qu'on vit dans une société où on va souvent te répéter non mais ça va, il y a des gens qui meurent de faim, nous c'est pas pire quoi. Tu vois, faut arrêter de se plaindre, faut arrêter. Ouais, mais c'est pas une question de se plaindre, c'est une question juste que quand t'avances pas vers toi, bah t'as envie de crever quoi. Ouais, il y a quelque chose ouais, qui te manque profondément et tu cherches du coup l'impulsion forte à tout instant. Et tu cherches toujours la prochaine chose qui va t'impulser. Mm. La prochaine sortie, le prochain voyage, le prochain achat, toutes ces choses qui impulsent pour combler quelque chose qui est vide. C'est au moment où c'est qu'on s'est rendu compte que l'on a, comme tu dis, eu tout ce qui sur le papier devait nous rendre heureux, qu'au final on se sent toujours aussi vite qu'on se dit bon bah
j'ai rien à perdre à essayer la voix qui me murmure depuis longtemps de faire différemment. Parce que souvent, cette voix, elle a toujours été là, plus ou moins là, mais elle nous a toujours dit, on s'est toujours senti peut-être à un moment, on s'en rend compte plus tard. Que là, oui, j'ai senti que je l'ai fait, mais je me suis un peu forcé. Là, je l'ai fait parce que j'avais peut-être peur d'être mal vu et je me suis encore un peu forcé. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est cette friction, c'est le fait qu'on force dans une direction qui ne nous va pas. C'est ça qui crée la souffrance. Ou le vide. Et il y a un jour, il y a une vidéo dans laquelle Franck Lobet, qu'on a vu tout à l'heure, que j'aime beaucoup. Il y a une vidéo dans laquelle il parle du décès de son papa. Et il dit j'ai pris conscience qu'en fait, qu'il y a des moments où les gens nous manquent, mais en réalité, c'est nous qui nous manquons. Et je trouve que cette phrase est tellement juste, et j'en reviens avec cette connexion au grand tout. Je me dis, quand tu as la chance de le vivre, quand tu as la chance en fait de vivre cette connexion au grand tout, je pense que ça te permet de te rappeler ça, de te rappeler qu'en réalité, on est tous liés et que tu n'es jamais seul. Et que l'amour, il est permanent. En fait, il est constant, il est permanent. C'est juste que par moments, on a du mal à le percevoir, on a du mal à le ressentir, c'est vrai, dans nos incarnations d'humains. Mais qu'en fait, comme il est tout le temps là, enfin, je veux dire, c'est quand même une bulle de respiration extraordinaire. Donc on en était sur... tu avais cité une phrase que je trouvais très intéressante, qui disait en gros... Quand quelqu'un nous manque, en fait, c'est nous qui nous manquons. ouais, Mm. j'avais écrit une phrase il n'y a pas si longtemps, c'était le 14 mai. Est-ce la personne qui te manque ou comment tu te sentais avec la personne? Des fois aussi, ça peut être intéressant à se demander. Oui. Moi, j'ai l'impression que quand on est dans ces moments-là de connexion, en fait, rien ne te manque. C'est assez fou, hein. C'est comme si tu étais capable d'aimer sans être envahi par la peur de perdre ou par le manque ou quelque autre émotion qui peut être associée à la possession, finalement. Totalement. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? C'était par rapport à la vidéo qu'on disait tout ça? Ou on avait rebondi Oui, depuis? Ouais, c'est ça. en partie, ouais. Ok. Moi, je m'étais juste dit que, parce que du coup, je sais pas quelle heure il est, mais je m'étais juste dit que ça aurait pu être cool. Non, on a encore un peu de temps. De Vas-y. poser des questions? C'était ça que tu voulais? Non, je voulais que la conclusion, on conclue autour du cœur, tu vois. Ok. Alors j'ai un texte qui va un peu loin, mais ça peut être un peu loin direct. Je vais voir par rapport à tout ce qu'on a dit, on va se mettre dans l'instant présent. Et puis on va essayer de continuer dans ce qui est le mieux à voir. Donc ouais, il y a une recherche. Donc on a dit que les deux axes étaient complémentaires. On a parlé de l'expansion, enfin du développement, alors que des fois la spiritualité New Age parle peut-être plus d'expansion, ou alors c'est plutôt ma spiritualité New Age, dans le sens où on va voir les choses toujours d'un angle plus large, et on s'expand comme ceci. Mhm. C'est comme si on avait fait le tour de quelque chose, au bout d'un moment on essaie d'en voir les contours. Mhm. Et oui, développement personnel un peu plus. Bon, bref, ça on en a parlé. Je lis ce texte, je sais pas si c'est aligné. Allez, si je le sens bien. J'ai l'impression que le développement personnel se concentre davantage sur le rééquilibrage de la personnalité. Et là, je vais rebondir sur une publication que j'avais faite sur mon Instagram. Mon Instagram qui est donc, petite trompette, qui est donc David de Fontaine-du-bas. Je pourrais le mettre dans le chat pour ceux qui sont là si besoin. Voilà. Ici, j'y mets quelques publications en rapport avec l'énergétique sur plein d'axes, que ce soit autour du développement personnel, de la spiritualité, entre guillemets, New Age. Et donc, dans une des dernières publications que j'ai faites, je parle de la personnalité et je vais vous lire ce que j'ai mis dans la description. Donc, c'est quoi la personnalité? Parce que c'est vrai que là, on l'utilise pas mal depuis tout à l'heure. Donc, la personnalité est l'ensemble des traits psychologiques relativement stables qui caractérisent une personne. Sa manière de penser, de ressentir, de réagir et de se comporter dans différentes situations. En gros, c'est ce qui est là maintenant. J'avais déjà pris cette métaphore tout à l'heure. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur c'est quoi persona. Le persona, terme ancien réutilisé entre autres par la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, Young. est le masque social que l'individu porte pour s'adapter aux exigences du monde extérieur.
C'est l'image que l'on présente aux autres pour être accepté, aimé, respecté. Young précise que le persona, la persona, n'est pas notre identité réelle, mais une adaptation nécessaire au monde extérieur. Donc, je vais partir un petit peu dans mon schéma de réflexion. Je vais prendre ma ligne comme ça, je reste dans ma ligne. Pour moi, la personnalité, c'est quelque chose qui permet la réception de quelque chose qui expérimente la personnalité. Et c'est quelque chose au-dessus, on pourrait appeler ça l'âme. Et la personnalité a ses caractéristiques, c'est comme tu disais tout à l'heure, elle a ses traits, ses attributs, ses points forts, ses points faibles. En plus de ça, cette personnalité est à un endroit du globe. Enfin bref, elle a plein de caractéristiques, d'attributs qui permettent un certain type d'expérimentation pour l'âme au niveau de son expérience sur Terre, quoi, dans ce véhicule. Donc pour moi, je mets déjà dans ce terme qu'il y a deux choses dans le même corps. Il y en a même une troisième qui pourrait être l'esprit, la chose qui est un petit peu plus loin de ces deux choses, mais qui reste quand même connectée. Donc la personnalité et l'âme seraient donc en cohabitation durant l'existence, durant le temps d'une existence, pour pouvoir amener à un objectif ou des objectifs qui souvent sont choisis par l'âme. L'âme va se dire, je préfère m'accorder avec cette personnalité parce que je considère qu'elle a des caractéristiques qui me sont intéressantes pour pouvoir vivre des choses intéressantes pour mon expansion, pour mon évolution à ce moment-là. Donc la personnalité, pour moi, c'est la chose, entre guillemets, qui reçoit, et l'âme, c'est la chose qui est reçue. Et ensuite, on pourrait avoir un fil qui relie à quelque chose de plus grand, qu'on pourrait appeler l'esprit. Et l'esprit interagit beaucoup avec la tête, comme l'âme d'ailleurs et la personnalité, on va dire l'ego, la machine, interagissent beaucoup aussi au niveau de la tête. Pour moi, la tête, c'est un endroit d'échange, d'informations. Le corps, lui, va pouvoir donner par le système nerveux des informations de danger. L'âme, lui, va pouvoir transmettre des informations au corps par l'échange au niveau du mental, par l'échange au niveau émotionnel, puis aussi nerveux. Donc il y a tout un échange entre ces deux choses-là. Et puis derrière, des fois, il y a des impulsions plus ponctuelles, surtout au début, qui vont nous orienter, nous pousser à aller dans une direction. Donc on va avoir cet appel intérieur qui est de l'âme incarnée, mais des fois aussi, on va avoir cette chose qui est réveillée parce qu'il y a des impulsions un peu plus. Est-ce que ça fait sens pour la personnalité? Ouais, pour toi, non? Oui, Tu veux dire d'autres choses? non, Non. je te laisse. Ok. Donc on parlait de tout ça. Je vais continuer mon texte. Donc la spiritualité New Age se concentre sur trouver qui la personne est au-delà de la personnalité. En gros, c'est une quête d'au-delà ce qui est là. Au final, nous pouvons être plus alignés d'un point de vue vibratoire. Là, je parle du développement personnel, ce qui évite la friction intérieure. En gros, lorsque l'on est plus aligné, on va avoir moins de résistance dans le corps. On va être plus à se dédouaner de faire des choses ou être moins sur la défensive. En gros, on va relâcher un petit peu les protections qu'on s'était mises à la suite peut-être d'expériences que l'on a vécues quand on était plus jeune. Et donc, le développement personnel souhaite à diriger vers ce relâchement de toutes les tensions qui créent de la friction dans le corps. Mais le processus s'arrête là avec le développement personnel. En gros, à ce moment-là, c'est possible que le développement personnel n'aille pas plus loin, ce qui peut être dommage. Alors qu'avec la recherche spirituelle, cette recherche spirituelle amène un plus énergétique qui est minime dans le développement personnel. On va plus loin que les formes avec la spiritualité. D'ailleurs, on le sent des fois, malgré tout ce que l'on voit avec les yeux, tout ce que l'on entend, etc., il y a quand même cette petite chose qui, malgré des fois des choses très concrètes en face de nous, on se dit non, mais ça va pas, il y a un truc qui va pas. Donc la spiritualité, elle encourage le suivi de ce point-là qui s'éveille au sein de toutes les formes. Le développement personnel, lui, a bien identifié les schémas de désalignement principaux. Il devrait servir à sortir des emprises premières pour permettre à l'individu d'aller plus loin. Parce qu'en gros, des fois, le gap, lorsque l'on est vraiment enchaîné dans des schémas, le gap avec la spiritualité, il est beaucoup trop loin, ça ne sert à rien. Il y aurait beaucoup trop de friction, le corps serait beaucoup trop en appréhension par rapport à ces choses qui sont en plus de ça très éloignées. Des fois, c'est des choses qui sont très éloignées avec la réalité physique et le corps fermerait totalement ces nouvelles informations qui ont l'air, à première vue, n'avoir aucun sens. Donc des fois, le développement personnel, c'est réussir à s'alléger pour non pas accepter des choses
par A plus B, mais pour pouvoir s'ouvrir petit à petit à se dire ok, je perçois que là ça résonne avec moi au-delà des formes, je me questionne, pourquoi ça résonne avec moi, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, très bien, je laisse ça de côté, je n'accepte pas parce que sinon on en revient à accepter des choses qui mènent à d'autres frictions plus tard parce qu'on les accepte sans les comprendre et c'est une mauvaise chose. Donc c'est juste les analyser en conscience, le mot conscience qui revient des vidéos qu'on a vues juste avant. Analyser en conscience et du coup continuer notre développement personnel jusqu'au point où c'est que la spiritualité, là, je trouve qu'elle est vraiment tangible sur ce point-là, et ben je vais prendre ce lien ici. Et je vais pouvoir m'accrocher jusqu'au moment où c'est que ça ne nous convient plus, on n'est pas obligé de rester accroché. Je continue, j'ai bientôt fini mon texte. Donc, il devrait servir à sortir des emprises premières pour permettre à l'individu d'aller plus loin, lui permettant de monter d'un cran vibratoirement, pardon, et ainsi augmenter sa vibration générale. Si jamais vous regardez les chakras sur internet, vous verrez que chaque chakra a un nombre de pétales ou un chiffre qui lui est associé, et vous remarquez que plus vous montez le long de votre corps, plus les chiffres augmentent. Ça définit en fait la rapidité vibratoire du chakra. Et donc quand on dit qu'on monte d'un cran vibratoire, c'est qu'en fait on va passer d'un foyer de conscience qui est souvent au même chakra, souvent on va être en règle générale tout le temps au ventre, et ben on va passer au chakra suivant, ce qui veut dire que notre foyer de conscience va monter et donc toute notre vibration générale va monter. Puis à terme, amener cette vibration à l'ancrage. Donc en fait, l'objectif de la spiritualité, après être passé par le développement personnel, donc le développement personnel allège, réussit à accrocher tout ce qui fait du sens à la conscience, tout ce qui ne fait pas sens, il n'y a pas besoin de s'y accrocher. Même si 10 000 personnes en parlent, ou 100 000 personnes, ou un gourou en parle, si jamais ça ne fait pas sens pour nous, l'important c'est de s'écouter, ne pas y accrocher. Et voir plus tard si jamais on s'y accroche ou pas du tout. On va donc monter vibratoirement, 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 et une fois qu'on a trouvé véritablement et qu'on en est vraiment euh, convaincu, à un certain degré, parce que être convaincu à 100%, ça n'est jamais possible, on va pouvoir s'autoriser à ancrer les choses. Ce qui veut dire qu'en gros, on va redescendre vibratoirement et on va incarner cette vibration qu'on est allé chercher en haut. Et là, ça fait du sens. Parce que la spiritualité, si on ne fait que monter, donc oui, évidemment que les choses sont plus parfaites en haut. Dans mon imagination, c'est plus parfait. Dans ce que je ressens quand je suis connecté en méditation, c'est plus parfait. Mais si on en est simplement à être en haut, autant rester en haut. Si on croit à la réincarnation, autant rester en haut, oui, les choses sont plus parfaites. Mais quand on descend, peut-être que notre objectif, c'est de réussir à percevoir du mieux qu'on le peut les choses qui sont jolies à notre vision, et pouvoir les incarner en faisant de notre mieux pour que on puisse le faire à travers les formes. Au final, la musique, c'est exactement ça. C'est entendre des mélodies et essayer de les retranscrire au mieux dans le monde matériel. Et il y a énormément de choses qui sont comme ça. Le dessin, comme Anne-Laure le fait, c'est voir des choses et essayer de les retranscrire au mieux par la forme au sein du monde matériel. Le plus important dans un premier lieu est la décristallisation de ce que nous ne sommes pas, donc les croyances de nos parents, etc., pour pouvoir par la suite amener ce que nous sommes. Parce que si jamais c'est déjà congestionné, si c'est déjà complet d'informations, les nouvelles informations, elles ne pourront pas prendre place. Donc c'est d'abord s'autoriser à dire « je ne suis pas ça », parce que ça me fait du mal, parce que je sens que je suis tout le temps en tension contre moi-même, que je suis tout le temps en combat contre moi-même. Donc c'est s'autoriser à relâcher, avec tout ce que ça implique, parce que des fois, bah, évidemment, on va créer des frictions autour de nous dans nos relations, parce qu'évidemment, on va changer de vibration, donc les personnes qui vibrent autour de nous avec cette vibration, bah, ça va les faire dissonner, quoi. Donc soit ces personnes, on va les perdre, soit ces personnes vont nous accompagner dans notre changement vibratoire, mais c'est très rare, souvent on va les perdre. Mais on va en avoir d'autres plus tard qui partagent notre vibration, la loi de l'attraction. Et pour savoir qui nous sommes, la première chose à faire est de savoir ce qui nous met en friction, donc le développement personnel, puis de savoir ce qui nous remplit. Donc c'est savoir ce qui nous met en friction, s'autoriser à lâcher les choses qui nous mettent en friction, se rendre compte de ce qui nous remplit, donc accrocher à chaque fois la petite ficelle de ce qui nous remplit, d'avoir un beau bouquet de ballons au final, de monter de plus en plus et de voir où c'est qu'il y a la source de tous les ballons et d'essayer d'en prendre le maximum. Et ensuite de se dire ok, maintenant bah, j'ai envie de faire en sorte que ça soit aussi beau que je le peux dans le monde matériel, de ce que j'ai vu dans le foyer de ballons. Tout ce qui résonne avec notre cœur nous remplit. On reviendra dessus plus tard.
Voilà, c'est une explication, je suis allé loin, mais j'ai voulu suivre ma ligne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouvais que c'était très complet. Bravo Merci. pour cette explication de texte que je trouve très juste et très pertinente. Bon, il y avait aussi beaucoup de choses dans Ouais. tout ce que tu as évoqué. Là, on pourrait presque encore Ah bah c'est le prochain live. ouais, détailler point par point, quoi. Mais bon, ça fait une bonne introduction. C'est chouette. Cool. Et non, mais on peut y aller sur la question du cœur, quoi. Ouais. Du coup, allons-y seulement, hein. Tu veux y aller? Mais je dis, c'est plutôt Tu ton veux que, créneau, tu veux mais que je te donne des pistes? euh, Déjà, c'est quoi ressentir avec le cœur? En fait, c'est quoi le cœur? En fait, genre des fois on dit que suis ton cœur. hmm, D'accord. Ça veut dire quoi? hmm. Comment tu le définis toi? Je crois que quand dans ma vie, j'ai eu vraiment des impulsions à faire quelque chose, ça provoque chez moi une forme de joie, en fait. Mais c'est pas une joie d'excitation, c'est presque une joie sereine. Il y a une espèce d'intime conviction que c'est là qu'il faut aller. Et c'est vrai que plus j'avance, plus ça peut se localiser là. Mm. Mais au départ, ça se localisait pas forcément non plus là, c'était assez diffus, quoi. Mais aujourd'hui, j'avoue que je peux de plus en plus le localiser à cet endroit-là. C'est vrai, je Euh, devrais te laisser dessiner. Ça, c'est une tête, hein. Ça, c'est ma tête. Je sais pas si on voit. Voilà, ça, c'est une tête. Et je crois que de plus en plus aussi, ça s'accompagne d'un sentiment d'amour, quoi. Et que je crois qu'en tout cas, oui, là où mon cœur s'anime, c'est souvent là où il y a la notion d'amour derrière. Je fais des cheminées pour les pieds. Très bien. Vas-y. On voit que ça. On voit que c'est un bonhomme. Alors, je vais juste te faire ce petit dessin qui est très intéressant. Voilà, donc on voit des cheminées au niveau des pieds, des gouttières, puis des choses qui s'apparentent à deux cœurs. Voilà. Donc un cœur au niveau du cœur et un cœur au niveau du milieu haut de la tête. Si jamais je prenais ma tête, ça serait à peu près à cet endroit-là, mais plutôt au centre de la tête. Pourquoi je parle de ça? Parce que tu m'as parlé du mot joie. La joie, elle est vécue très intellectuellement. L'amour est vécu très émotionnellement. Et les deux, souvent, sont quand même très en accord. Donc il y a des personnes qui vont être beaucoup plus impulsées par suivre la joie, les personnes très mentales, et il y a des personnes qui vont être très impulsées à suivre l'amour du cœur, qui sont plus émotionnelles. Et souvent, les deux vont se rejoindre plus tard. Ce qui veut dire que les personnes vont de plus en plus intellectualiser le cœur sans le perdre, parce que si on perd en intellectualisant, bah on s'éloigne de quelque chose, alors que le but de l'évolution, c'est toujours d'inclure et de s'expandre comme ça. Et dans la même ligne, pour les personnes plus mentales, qui ont trouvé la joie intellectuellement, mentalement, elles vont de plus en plus aussi le vivre émotionnellement au fur et à mesure, si elles s'autorisent à aligner les différents corps, corps émotionnel et corps mental. On en revient à la question de conscience. C'est vrai que c'est pas simple, mais je trouve ça intéressant d'apporter cette nuance et je pense qu'il y en a même encore d'autres et que finalement chacun est le mieux placé pour savoir euh, comment se manifeste véritablement l'impulsion de son cœur, quoi. Comment se manifeste son moi véritable, comment se révèle l'essence, tu vois, et le chemin, quel est le bon chemin à prendre. Et peut-être qu'on peut essayer de se rappeler quand on a eu des décisions, quand on a pris des décisions qui ont impulsé des grands changements, des directions positives, des choses qui nous ont donné le sentiment d'aller un peu plus vers nous-mêmes, d'aller un peu plus vers ce à quoi on aspire. Est-ce qu'on arrive à essayer de se souvenir de ce qu'on a ressenti à ce moment-là, quoi? C'est une question ou c'est l'objectif? C'est une suggestion, quoi. Ah oui, d'accord, ok. D'essayer peut-être de se souvenir comment on s'est qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là quand on a pris cette décision. Très important, ouais. Ouais. Alors parfois c'est compliqué parce qu'on peut se dire ah ouais mais j'avais peur, quoi. C'est vrai que souvent quand on induit des grands bouleversements comme ça dans son existence, bah ça fout la trouille, hein.
pense aux gens qui quittent leur boulot, là, qui démissionnent pour se mettre à leur compte sans savoir ce qui va se passer derrière. C'est vrai que ça peut faire peur. Mais souvent, rapidement derrière, en tout cas, il y a cette espèce de conviction, cette petite voix qui dit ouais, ça y est, on y est, quoi, c'est parti. Je vous fais ce petit dessin encore. Donc la peur, elle se loge plutôt au niveau du ventre. Des fois, on peut avoir aussi le cœur qui dissonne. Ça va être des endroits où le cœur va nous envoyer des sensations très désagréables. Et c'est très intéressant, c'est qu'au niveau de la tête, donc là on la voit de face la tête, mais je vais vous montrer après avec ma tête de profil, c'est qu'aussi on a la même chose. On va avoir la personnalité qui est plutôt dans la phase inférieure et le cœur, entre guillemets, qui est en final l'âme, va être plus dans la phase supérieure. Et donc si on se met de profil, on va avoir la personnalité qui se met à l'arrière ici. Donc le ventre se met à l'arrière ici. Et le cœur, lui, va plutôt être au centre, un peu plus au-dessus. Pas tout en haut comme... énergétiquement, oui, mais à l'intérieur de la boîte crânienne, va être un peu plus haut au niveau de la boîte crânienne. On peut l'imaginer en plein centre, un peu plus haut, et la personnalité va être un peu plus basse à l'arrière. Et puis aussi, d'ailleurs, au centre. Mais partez du principe que... Tu fais une tête de profil, mais rapide, hein. Rapide. Au moins, ça sera pas un ballon. Si jamais l'arrière de la tête, c'est moi qui l'ai fait. Pas que vous vous disiez que... il a pris un coup sur la tête. Donc on voit la tête de profil ici. Ça, c'est ma perception de comment je vois la chose. À l'intérieur de ma tête. En gros, on a le cœur qui est plutôt vers la partie en haut et vers l'avant, vers le front. Donc troisième œil, etc. Et la personnalité, elle est plutôt vers le bas, vers l'arrière. Donc tout ce qui résonne avec le ventre va être au niveau donc de l'arrière de la tête, et tout ce qui résonne avec le cœur va plutôt être au centre et vers l'avant. Non, concrètement, c'est que la joie, quand on dit qu'on est aligné, on voit au final que on est au centre de la tête. Mm. Et que ça crée une ligne directe avec le centre de notre corps aussi. Et ça vient de là aussi le mot aligné. J'ai fait 3 publications sur ma page Insta. Donc oui, j'ai fait 3 publications sur mon Instagram qui parlent de tout ça, un petit peu avec des phrases longues qui décrivent tout ça. C'est beaucoup plus simple aussi de pouvoir schématiser en vrai devant une face caméra pour pouvoir correctement expliquer tout ça, mais peut-être que ça parlera avec les publications. Donc la joie, l'amour, qu'est-ce que c'est suivre son cœur? C'est suivre cette sensation d'alignement au final. Et cette sensation d'alignement autant agréable au niveau du centre du thorax, de la poitrine, ou autant agréable et plein d'impulsions, c'est pas le mot, mais d'élan au centre de la tête. Après, je voudrais quand même apporter une nuance parce que je crois qu'avant d'être capable d'identifier avec plus de justesse tout ça, ça prend du temps. Et que souvent, au départ, encore une fois, on est sclérosé par nos peurs. Et que les décisions qu'on prend, on va souvent les prendre au démarrage dans la douleur. Et c'est avec le temps qu'on apprend qu'on n'est pas obligé de prendre toujours les décisions dans la douleur et qu'on peut commencer à s'écouter et à voir quand ça sonne juste ou quand ça sonne faux. Mais ce cheminement intérieur, il démarre par ce qu'on appelle en alchimie l'œuvre noire, quoi. Ce passage où tu vas voir tes zones d'ombre, où tu vas t'asseoir dans ton caca et puis tu passes un certain temps pour voir ce qui fonctionne pas, pour voir ce qui te met vraiment mal, pour voir ce que tu ne supportes plus et ce dont tu dois absolument te débarrasser, quoi. Donc avant que ce soit un choix joyeux parfois et plein d'entrain, ça peut être aussi au démarrage un choix de révolte parce qu'on n'en peut plus. Mais souvent quand même, ce choix de révolte donne suite à des élans de joie et de libération, quoi. Heureusement, Oui, sinon... je vais prendre juste le petit bonhomme d'en bas cette fois-ci. Donc le petit bonhomme d'en bas, il a une flèche qui monte vers le haut. Avec le schéma d'en haut, on voit que on a donc le tourbillon au niveau du ventre. Et tout ce qui est au niveau du ventre, énergétiquement, très souvent, c'est les choses qui ont été apprises. Lorsque l'on souhaite changer de façon de fonctionner, on va choisir de ne plus suivre certaines choses que l'on a apprises. Suivre, je sais pas, le modèle sociétaire, le modèle familial, etc. Et le seul chemin que cette chose peut prendre pour pouvoir être libérée, c'est par le haut. Alors ça, je trouve ça aussi très intéressant parce que souvent on dit ah je le ressens mais je le ressens avec mes tripes, quoi. Tu vois.
Et tu là, ouais, alors, oui, ça peut être une impulsion très forte, mais je suis pas sûre que ce soit forcément une impulsion très positive, quoi. Et ça, je trouve que notamment c'est quelque chose qui est très vrai dans les relations amoureuses. Je sais pas si je suis la mieux placée pour en parler, tu vois? Mais en tout cas de ce que moi j'ai pu expérimenter, c'est que ce truc-là qu'on appelle les papillons dans le ventre. C'est mauvais signe sur le long terme, mais ouais, c'est Mais mauvais je signe. pense que souvent, c'est un peu ce qu'on va associer au coup de foudre. Et en fait, le Mm. coup de foudre, c'est comme l'éclair qui vient rouvrir ta blessure, quoi. Donc en fait, ce que tu as dans le ventre, c'est ce que tu as appris. Mais c'est aussi tes mémoires, quoi. Tes blessures, ce que tu as appris, alors ce que tu appris dans le sens ce qu'on t'a enseigné, Mhm. mais aussi ce que tu as appris par l'expérience, quoi. Tes Mhm. mémoires douloureuses. Et donc finalement, c'est comme si parfois il y a des relations comme ça qui viennent ouvrir une brèche. Et donc on ressent les papillons dans le ventre, on se dit ah mais c'est merveilleux, on a l'impression qu'on s'est toujours connus, il y a une espèce d'alchimie entre nous, etc. Et que finalement, bah, cette alchimie, c'est simplement ta propre vibration qui appelle celle de l'autre pour venir libérer et soigner quelque chose, quoi, je dirais. Totalement. Et du coup, cette notion de dire je le ressens dans les tripes, c'est dans le ventre et tout, ouais, peut-être que des fois on gagnerait, je pense, à se méfier. Alors ça veut pas dire, encore une fois, ça veut pas dire ne pas vivre l'expérience. Ça veut pas forcément dire s'interdire de vivre l'expérience. Mais revivre une expérience en conscience, ok. La vivre en se disant juste ah j'écoute mon sentiment amoureux parce que j'ai des papillons dans le ventre sans mettre la lumière sur sur le pourquoi j'ai les papillons dans le ventre, je pense que c'est le risque de renforcer la blessure au lieu de la libérer. Alors que vivre l'expérience en conscience, là ça peut être une opportunité de la libérer, quoi. Totalement. En gros, si on part du principe que tout est énergie, vous avez déjà entendu le fait que l'électricité va toujours au chemin le plus court. Lorsqu'il y a un éclair, il va toujours au point le plus court. Mm. Ce qui se passe avec un coup de foudre, c'est qu'entre deux personnes, les personnes qui ont le moins de résistance à certains endroits, ça passe par l'autre personne. Et en fait, un coup de foudre, c'est comme si l'électricité, à l'endroit de la friction chez la personne A, la personne B n'a pas cette friction, et du coup, l'énergie passe super bien d'une personne à l'autre. En fait, c'est une personne qui nous complète admirablement bien sur nos manquements. Et à l'inverse, on la complète sur ses manquements. Du coup, bah, c'est super, on a l'impression d'être entier, mais la problématique sur le long terme, c'est que cette énergie, elle monte, et qu'il y a une des deux personnes qui a besoin juste de s'éloigner, et la personne, avec une intensité énergétique plus haute toute seule, et plus, on va dire, alimentée par ce ping-pong énergétique, et ben elle va se retrouver avec une grande quantité énergétique qui va créer des frictions. Et du coup, ça crée de très grandes souffrances dans le corps. C'est pour ça que souvent les relations les plus fusionnelles comme ça, en coup de foudre, elles amènent beaucoup de douleur parce que derrière, énergétiquement, la personne n'est pas alignée pour recevoir cette quantité énergétique. Si on peut remettre un petit exemple, on voit souvent des analyses du type des relations avec d'un côté il y a une personne anxieuse, de l'autre il y a une personne évitante. Mhm, mhm. Bah, Le c'est schéma le classique. schéma classique et c'est un peu l'illustration parfaite, quoi. C'est-à-dire qu'on se rencontre, c'est merveilleux, c'est ultra fusionnel et au bout de quelques mois, il y a ce schéma qui se met en place et ça finit par devenir l'enfer. Bah, tout simplement parce que, encore une fois, il y en a un qui aime très fort, donc qui vient faire émerger chez l'autre toutes ces angoisses de pression et d'amour qu'il n'a pas reçues et que donc voilà, s'angoisse de voir arriver parce qu'il se dit que on va avoir des attentes envers lui. Et puis de l'autre côté, bah, il y a celle qui a peut-être le sentiment d'abandon et qui a l'impression de vivre l'abandon et le rejet en étant face à son ou sa partenaire qui, elle, a une stratégie d'évitant, quoi. Bon, c'est très schématique, hein, mais c'est juste pour essayer d'illustrer de quelle façon ça peut se produire dans les relations amoureuses, quoi. J'en reviens à ça. Parce que Donc, j'aime bien mon dessin. non, mais pardon. Et juste, bah, finalement, Pardon. là, on en arrive au fait que tout part de nous. Plus on vient s'apporter à nous-mêmes ce dont on a besoin et plus on regarde de quelle façon on peut guérir sur nos blessures Et comment on s'apporte de plus en plus à nous-mêmes? C'est intéressant ça. par le développement personnel et la spiritualité. Oui, en gros, c'est en s'autorisant à faire les choses que l'on aime. Oui.
en allant vers soi. Ouais. Souvent, c'est ça, c'est que plus on va s'autoriser à faire les choses que l'on aime et moins on va avoir toutes ces émotions qui sont négatives. Autant de la jalousie, autant de la colère, autant des fois même de la haine envers les autres. Parce que souvent, quand on va être en colère, enfin, c'est pas que ça, mais c'est des fois possiblement, ou de la jalousie, que la personne s'autorise à mettre en place quelque chose que nous-mêmes on s'autorise pas. Ouais. Parce que on a des croyances en se disant que si je m'autorise à faire ça, et ben derrière une personne de mon entourage va pas aimer, donc j'ai pas envie de la rendre triste, donc je veux pas le faire. Et donc on se sacrifie pour le bien-être de cet entourage. Mais après bon, il y a tout un schéma qui. Ouais. Puis j'allais dire, je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'autres choses et ce serait chouette qu'on le développe. Mais je crois que là, on va arriver à la fin. Ouais. Et, Rentrer. et Je vais juste. moi, parler de ça. j'ai mon cerveau qui a brûlé. Est-ce C'est vrai qu'on peut s'arrêter? Non, Bien sûr, bien sûr. Moi, je continue jusqu'à minuit. Non, je rigole. je vous laisse avec David. Je vais juste revenir sur ça une dernière fois. Pour les papillons dans le ventre. Les papillons dans le ventre signifient qu'énergétiquement, on rentre correctement en alignement avec la personnalité. Ce qui veut dire qu'avec les croyances de notre personnalité, avec ce qu'aime notre personnalité, donc notre personnage. Et les papillons dans le cœur, ça arrive aussi, et c'est même super chouette, rentrent en accord avec ce que l'on aime au niveau de qui nous sommes, au-delà de nos personnages à travers nos vies, nos incarnations. Et donc lorsque vous avez des papillons dans le cœur, pour moi c'est comment moi j'approche ces choses-là, mais je les suis sans me poser de questions. Même des fois, après c'est les parents qui se posent des questions. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je le sens, je file, je fonce. Mais tu vas pas faire ça quand même. Si, c'est déjà réservé. C'est tout bon, on a le bail. Ouais, C'est lancé. ils sont On- courageux, nos parents. On fait les travaux la semaine prochaine. Du coup, voilà. Je suis content qu'on en arrive à ce point de finalité entre l'amorce entre la personnalité et l'âme, sachant qu'on a vu deux courants de développement, d'expansion. Et on finit là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette première émission. C'était notre toute première. On espère qu'elle vous a plu. On est preneur de toutes vos recommandations. Et puis on a hâte pour la prochaine. C'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Merci encore. beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Et puis à bientôt. Passez une bonne soirée.